Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, votre podcast hebdomadaire ultra giga libéral. Et je suis avec Fergan aujourd'hui pour vous parler la deuxième partie de notre série de podcasts où on décortique un peu le programme de François Fillon. Et cette semaine, on voulait prendre un petit peu de temps pour parler de tout son volet compétitivité, où on avait quand même pas mal de choses pour clore un peu l'aspect économique du programme qu'il a proposé. Pour passer sur un sujet qui au final on assez similaire, pas similaire mais comment dire, assez on va toucher des problématiques qui sont similaires, donc sur tout l'onglet compétitivité. Moi j'ai regardé un peu les différentes propositions. Il y a des choses qui me semblent intéressantes, il y a des choses qui sont radicales, il y a aussi des choses qui me semblent moins bonnes. Peut-être j'ai quand même un meilleur sentiment un meilleur ressenti par rapport aux questions sur le plein emploi, où c'est vrai que l'objectif plein emploi, il y a des mauvaises idées, beaucoup d'incantatoires. Sur la compétitivité, il y a des points qui sont assez intéressants. Par exemple, sur les 35 heures, Fillon est assez radical, il propose de supprimer les 35 heures. Par contre, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas dans l'idée de fixer un temps de travail hebdomadaire. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un comme Alain Juppé, qui veut, lui, fixer le temps de travail à 39 au lieu de 35. Ce qui est une idée assez ridicule, puisque au final, je sais pas, par exemple dans les services, on n'a pas besoin vraiment de passer à 39 heures dans certaines activités de service, dans certaines activités par exemple, je sais pas moi, un coiffeur qui a 2-3 salariés, ça veut rien dire pour lui passer à 39. Donc cette idée de dire on supprime les 35 heures et on supprime l'idée d'imposer un temps hebdomadaire dans la loi, on fixe un maximum, qui est un peu vraiment l'espèce de protection, et on laisse les accords collectifs décider quel est le temps de travail. Je pense que c'est une approche qui, à mon sens, est beaucoup plus intelligente, parce que s'il y a un besoin de passer à 39 heures, eh bien dans ce cas-là, laissons un peu le dialogue social prendre la relève et définir les modalités. Et s'il n'y a pas besoin de passer à 39 heures, et encore une fois, je pense que on peut pas faire du taille unique là-dessus. Il y a des entreprises, il y a des secteurs dans lesquels le 39 heures n'est pas approprié du tout. Ben dans ce cas-là, très bien, laissons tel quel. Donc je sais pas toi faire égal là-dessus, mais je pense que là-dessus son approche est jusqu'ici celle qui m'a le plus plu de ce que j'ai pu voir des autres candidats. Ouais, alors je vais essayer de tempérer parce que j'aime bien faire chier. mais fais sur donc. son site, il dit, sur son site, il dit il faut passer aux 39 heures dans le secteur public pour montrer la voie au secteur privé. Donc je pense que derrière quand même le discours de faut supprimer les 35 heures, il y a cette vieille bonne rhétorique conservatrice, il faut travailler plus. Or là encore, je pense qu'on est dans une vision toujours technocratique du marché de l'emploi et que le discours, là encore, devrait être, à mon avis, simplement il faut rétablir la liberté contractuelle et laisser les gens fixer le temps de travail qu'ils souhaitent, que ce soit individuellement si jamais il n'y a pas de syndicat, que ce soit collectivement si on est dans le cadre d'une pratique syndicale. Mais là encore, il y a toujours cette volonté. Enfin, je crois on n'est pas affranchi d'une conception, alors j'ai envie de dire autoritaire, mais non, une conception assez top-down finalement de ce que devrait être le temps de travail en France, même s'il ne le dit pas explicitement dans son programme. Et il serait bon enfin qu'un candidat dise en fait non, c'est pas à nous de déterminer combien de temps les Français doivent travailler. S'ils doivent travailler moins dans certains secteurs, pourquoi pas. S'ils veulent travailler plus, pourquoi pas. Et laisser les gens s'organiser comme ils le souhaitent, en fonction de leurs aspirations, en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs envies, en fonction des besoins de telle ou telle industrie. Et pour cela, la seule solution pour respecter à la fois les aspirations, la diversité, la multiplicité des aspirations et l'efficacité économique, c'est de restaurer dans tous les secteurs la liberté contractuelle, et ceci de manière absolue. Alors, est-ce qu'il est dans cette perspective-là ? Alors, c'est compliqué à dire, parce qu'effectivement, il dit qu'il faut essayer de revenir à des accords de branche, à des accords collectifs. Donc, quelque part, il y a une volonté, c'est vrai, de décentraliser un peu les décisions en matière. Mais bon, moi, ensuite, je suis très sceptique sur les accords de branche, parce que
enfin, je ne reconnais pas du tout les syndicats français comme étant aujourd'hui légitimes à représenter qui que ce soit entre nous. Enfin, vu le taux de syndicalisme, de syndicalisation français, je suis très sceptique. Mais après, bon, c'est vrai que ça rompt un petit peu avec le discours centraliste, mais tout de même, j'aurais aimé un discours un peu plus radical, dire restaurer l'entière liberté contractuelle et briser les monopoles syndicaux aussi. Faire en sorte que le marché du syndicalisme soit totalement libéré et revenir sur en fait le paritarisme et toutes ces institutions qui aujourd'hui donnent lieu à une bureaucratie qui se croit légitime à régenter la manière dont les Français veulent subvenir à leurs besoins, alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, c'était le moment Oui. du chien. Désolé. Non, mais si, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Sur la question plus particulière du temps de travail des fonctionnaires, moi, ce qui me fait peur, c'est pareil. Je pourrais redire exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi faire du taille unique? Ça me paraît tout à fait envisageable qu'il y ait certaines parties dans la fonction publique où travailler 35 heures c'est largement suffisant. Peut-être qu'il y a d'autres secteurs, peut-être qu'il y a d'autres bureaux dans lesquels il va falloir travailler 39 heures. Et si on regarde aujourd'hui de façon pratique, il y a des fonctionnaires qui travaillent énormément, qui font énormément d'heures, aucun doute là-dessus. Et il y a des fonctionnaires à côté qui travaillent pas, ou travaillent très peu, font semblant de travailler, font semblant de pointer. Il y a les deux. Et je pense qu'il y a un peu cette espèce de polarisation où la gauche va se focaliser sur les fonctionnaires qui travaillent comme des fous et dira regardez, ce sont pas des feignants, ce sont pas des feignants. La droite va essayer de complètement de trouver l'extrême inverse, l'exemple inverse et puis dire regardez comment les fonctionnaires sont des feignants. Je pense que les deux réalités sont vraies. Il y a quand même je sais plus combien de centaines de milliers, si ce n'est de millions de fonctionnaires, comme beaucoup de gens dans la fonction publique. La question des par exemple des militaires n'a rien à voir avec la question des enseignants, n'a rien à voir avec la question de l'emploi dans les fonctions locales. Et dire on va augmenter le temps de travail de 35 à 39 heures dans le secteur public, c'est très incantatoire. Et c'est prendre un sujet qui est extrêmement complexe et le simplifier, mais sans expliquer vraiment, au final. Il y a beaucoup de questions qui sont derrière et qui sont pas, à mon sens, qui sont pas détaillées, qui auraient besoin d'être détaillées, et au final je trouve ça très incantatoire sans aller dans les détails. C'est dommage parce que comme je l'ai dit, moi j'ai tout à l'heure, je trouvais son idée intéressante sur les 35 heures dans le privé, mais là sur le public effectivement c'est très incantatoire. Sur le droit du travail, il y a des choses, il y a on va dire des pistes qui ont l'air intéressantes mais qui sont pas vraiment détaillé, où effectivement il parle un peu de refondre, de simplifier, de reprendre le code du travail et de laisser plus de on va dire plus de marge au dialogue social. Mais c'est vrai que là-dessus il y a pas non plus beaucoup de choses qui sont, il y a relativement peu de détails concrets, donc on verra un peu comment ça va se développer. Peut-être que c'est détaillé ailleurs et que j'ai pas vu tout simplement, mais c'est vrai que ça manque un peu de là-dessus. C'est beaucoup de choses qui sont dans l'incantatoire aussi. Quelque chose qui m'a un peu gêné, c'était sur la question des seuils sociaux, où je trouvais que c'était un peu bon, déjà la question des seuils sociaux c'est un peu quelque chose qui revient tout le temps. Je pense que se focaliser sur le nombre en lui-même, c'est pareil, c'est louper c'est un peu louper, ne pas aborder la question sous le bon angle. La question, c'est pas 10 ou 20 ou 50 ou je ne sais quoi. C'est plus comment est-ce que se fait la transition, quel est le contenu, etc. Et ce que je trouve assez incohérent, c'est d'un côté de dire on va mettre plus de dialogue social et de l'autre côté repousser les seuils qui introduisent en théorie plus de représentants syndicaux et autres. Donc il y a un peu une espèce à mon sens, d'incohérence où peut-être que c'est pas... il y aurait besoin de remettre en cause beaucoup de choses au niveau des seuils et de comment est-ce que cette progression se fait en termes de représentation syndicale. Il y a un début qui est assez radical sur le temps de travail ou autre, mais après du coup sur les seuils ça manque un peu à mon sens. Donc je sais pas toi le Fergan là-dessus, mais j'étais un peu déçu sur cette partie-là. Je trouvais ça même à la limite incohérent à la rigueur.
Oui, enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter sur cela. Simplement, enfin, je vais me répéter, mais je pense que la question, elle est plus dans le rétablissement en fait d'un marché libre du syndicalisme et un marché libre en fait quant à la gouvernance des sociétés. Donc ça implique de restaurer pardon la liberté contractuelle à tous les niveaux de la vie entrepreneuriale tous les niveaux de la vie du travail. Donc, mais là encore, on est toujours, je le regrette, dans cette conception un peu jacobine de l'organisation de la gouvernance du marché du travail avec des lois qui viennent fixer des dispositions sur à partir de quand on va avoir tel ou tel modèle de représentation syndicale. Enfin voilà, enfin, ça manque de vision d'ensemble. C'est pas nouveau, on est effectivement. toujours Oui. encore dans le même bricolage. Bon, voilà, enfin, la droite, quoi. Voilà, oui, ben oui. Et moi, il y a un dernier point de détail qui m'a un peu chiffonné, c'était sur la question des indemnités chômage. Où là, je pense on retrouve un peu comme tu dis, des idées, d'espèces de poncifs. Et quelque chose qui, à mon sens, n'est pas vraiment aligné par rapport à la situation économique actuelle, qui est de dire, bah, faut introduire la question de la dégressivité des allocations chômage. Où moi, je pense que c'est vraiment une erreur de diagnostic, il n'y a pas d'autre terme. Euh, les allo- Aujourd'hui, si on regarde, comme j'ai dit, le problème du chômage, c'est avant tout un problème on peut le scinder en différentes catégories de personnes selon leur degré leur niveau de diplôme. Et la dégressivité n'aura d'effet que pour les personnes qui aujourd'hui ont accès à l'emploi. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez rendre dégressives les allocations pour quelqu'un qui a un bac plus 5, là oui, effectivement, vous allez avoir un impact sur le chômage des bac plus 5. Parce que c'est des gens qui aujourd'hui ont accès à l'emploi. Par contre, si vous dites à quelqu'un qui a juste le brevet, qui n'a pratiquement pas travaillé depuis la crise de 2008, qui galère pour ne serait-ce que trouver le moindre boulot de caissier ou je ne sais quoi, vous lui dites on va te taper dans le peu d'allocations que tu as, ça va pas l'inciter à retrouver plus de boulot parce qu'il arrive déjà pas à en retrouver. Et je pense que là-dessus, c'est vraiment une erreur du diagnostic. Si on veut réformer, si on veut jouer aux allocations chômage, donc bon, on peut parler de la privatisation des allocations chômage, mais ne serait-ce que déjà les rendre beaucoup plus forfaitaires, de dire c'est pas logique de donner plus d'allocations chômage à des gens qui sont moins exposés au chômage. Aujourd'hui, on a une espèce de gymnastique intellectuelle bizarroïde où on va donner beaucoup plus d'allocations chômage à des gens qui sont bien diplômés et qui ne sont pas exposés de la même façon au chômage. Donc, venir dire on va introduire de la dégressivité, je pense que c'est juste tout simplement une erreur du diagnostic. Soit une erreur du diagnostic, soit c'est juste du recyclage de poncifs. Je sais que c'est un point de détail, Ouais, mais c'est c'est un peu un peu démago, en chiffonné quand fait. même. C'est se dire, voilà, les chômeurs, en gros, ce sont des feignasses et qu'il faut les mettre au boulot. Euh, c'est Ce la qui est vrai logique pour les derrière. diplômés. Ben là encore, c'est la conséquence d'une politisation d'un système assurantiel qui, selon moi, devrait être là aussi laissé au marché. Donc, on a un système d'indemnisation d'assurance chômage centralisé et donc on a les mêmes discours culpabilisants à longueur de journée. Oui, et on se trompe complètement de cible. Et là, avant qu'on vienne m'insulter ou je ne sais quoi, j'ai été au chômage. Quand j'étais en France, j'ai passé 6 mois au chômage. Je suis diplômé. Je bosse dans l'informatique, c'est pas un problème, je peux trouver du boulot quand je veux. Sauf qu'effectivement, moi, j'avais des allocations chômage, je vais pas vous donner les détails, mais qui étaient plutôt généreuses. Et j'ai refusé. On m'a proposé de bosser, je l'ai refusé. Parce que je savais que j'allais perdre au niveau de mes allocations chômage. Mais si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans ce genre de situation. Si vous n'êtes pas diplômé, euh, déjà, vos allocations chômage elles vont pas juste, il n'y a aucun moyen que vous allez gagner 2 000 € d'allocations chômage, même en additionnant les revenus machin et tout, c'est pas possible. Si vous n'êtes pas diplômé, vous prenez ce qu'on vous donne. Vous réfléchissez pas. Il y a que quand vous êtes dans la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire bien diplômé, et donc du coup bon salaire, donc du coup derrière des allocations chômage qui sont plutôt généreuses. Les allocations chômage sont très généreuses pour les gens qui sont diplômés. Et donc si vous voulez mettre de la dégressivité, si vous voulez taper dans les allocations chômage, tapez dans les allocations chômage de ceux qui ont des revenus plutôt aisés, tapez pour ceux qui sont plutôt diplômés, parce que c'est ces gens-là qui profitent du système aujourd'hui. Quelqu'un qui a pas de diplôme, il profite pas du système. Il essaie de survivre. Il prend le moindre boulot qu'on lui donne. Et c'est pas ces gens-là qui font la fine bouche par rapport aux emplois. Donc je pense que ça c'est un peu,
ouais, c'est un peu une espèce de vieille idée recyclée de la droite, mais non, sur les allocations chômage de façon particulière, je pense que vraiment les gens qui abusent du système sont pas ceux qu'on croit, sont pas toujours ceux qu'on croit. Et ça, là-dessus, vraiment, je lève un peu mon carton jour en disant, il y a une erreur de diagnostic. C'était le 27e épisode de Free Lunch. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, Twitter, Facebook, SoundCloud, iTunes, et j'en oublie certainement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et à le partager autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit. Et n'oubliez pas que le Fresh Libertarian est un projet intégralement bénévole qui survit grâce à la générosité de tous ces donateurs sur Tipeee. Un grand merci à tout le monde et on vous dit à la prochaine.